et je passe la parole à Vincent Cantagrel, qui travaille à l'Université de Paris, à l'Institut Imagine plus exactement, dans le laboratoire génétique des troubles du neurodéveloppement, et qui va nous faire une présentation sur une dérégulation de la voie des inositol phosphates, sur une cause d'une hypoplasie pontocérébelleuse particulière. Merci beaucoup, un grand merci donc à la fondation et aux organisateurs donc pour cette journée qui est très intéressante et pour me donner donc l'opportunité de présenter ce travail. Donc, je vais vous parler, donc je suis Vincent Cantagrel, je travaille à l'Institut Imagine et je suis responsable d'un groupe qui s'intéresse à la génétique des troubles du neurodéveloppement. Je vais vous parler de l'identification d'un nouveau syndrome d'hypoplasie pontocérébelleuse qui est causé par donc une dérégulation de la voie des inositol phosphates. Je vais aussi en profiter pour vous présenter un peu les pistes que l'on suit dans l'équipe donc, sur cette thématique des diagnostics du futur. Donc, très brièvement, nous nous intéressons à la génétique des troubles du neurodéveloppement, qui sont un groupe donc, très large et très hétérogène de pathologies qui touchent le développement cognitif, qui peuvent toucher le développement moteur, la communication et le comportement, et qui sont causés par un développement atypique du cerveau. Et ces pathologies incluent notamment la déficience intellectuelle et l'autisme. Et il y a un spectre d'arguments qui laisse penser que la base physiopathologique d'un nombre important de ces pathologies est commune. Et par ailleurs, la prévalence de ces maladies prises dans leur ensemble est très grande. Cependant, pour près de la moitié des patients, il n'y a pas de diagnostic étiologique pour ces maladies. Dans le laboratoire, nous nous intéressons particulièrement à un groupe de patients, mais pas seulement, mais nous nous intéressons particulièrement aux anomalies qui touchent le développement du cervelet. Une des raisons est l'implication du cervelet dans le développement cognitif. C'est quelque chose qui est connu, mais qui n'est pas bien compris. Et par ailleurs, de par son organisation et de par sa conservation, c'est une partie du cerveau qui se prête bien à la modélisation, que ce soit chez la souris ou chez le poisson. Donc, nous nous intéressons à des phénotypes et des groupes de patients qui incluent donc des patients atteints de déficience intellectuelle, d'autisme, associés ou non à des anomalies cérébelleuses. Et plus récemment, nous sommes intéressés à un nouveau phénotype qui est un trouble spécifique du langage qui est la dysphasie. Dans les approches donc, que nous souhaitons développer pour améliorer le diagnostic génétique, il y a notamment donc l'utilisation de technologies alternatives avec la cartographie optique de type bionano. Et nous souhaitons essentiellement aussi utiliser donc des outils de séquençage de génome, donc le séquençage de génome couplé à des études transcriptomiques. Et dans ce sens, nous souhaitons utiliser donc une approche originale basée sur un protocole de différenciation directe de cellules de patients, un type cellulaire qui s'appelle les iNeurons, qui est un type cellulaire qui se rapproche donc des neurones immatures, mais qui est obtenu de manière beaucoup plus, on va dire, rapide et plus facile que les approches basées sur les IPS et qui permet donc d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Et le but est ici de réaliser des études transcriptomiques sur ces cellules issues de cellules de patients et dans le but d'identifier éventuellement une signature transcriptomique ou alors des dérégulations de gènes, des anomalies d'épissage qui pourraient être corrélées avec donc, les données de séquençage de génome. Mais je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces approches plus en détail aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de pathologies sur lesquelles nous travaillons et qui sont les hypoplasies pontocérébelleuses. Alors, il s'agit de maladies qui touchent le développement du cervelet du pont, cervelet qui prend une apparence donc sous-développée lorsqu'on regarde un IRM de patient et le pont est relativement plat en comparaison avec un IRM contrôle. Ce sont des maladies extrêmement graves qui à apparition périnatale généralement et qui sont d'ailleurs associées à une mortalité importante dans l'enfance. Et le processus en cause est suspecté d'être neurodégénératif précoce, donc une neurodégénérescence qui se passerait au cours même du développement et qui est associée chez ces patients à des troubles de la déglutition, de la spasticité, une microcéphalie progressive et une quasi-absence de développement moteur et cognitif. Ce sont donc évidemment des maladies extrêmement sévères et une vingtaine de gènes est déjà connue pour être impliqués donc, dans ces pathologies qui sont en général autosomales récessives. Et de manière surprenante, la plupart des gènes impliqués dans ces maladies sont impliqués dans des processus ubiquitaires qui sont souvent liés soit à la maturation, soit à la dégradation des ARN.
Et le lien entre donc, ces processus ubiquitaires qui touchent les ARN et cette maladie neurologique est très mal connu. Et par ailleurs, pour près de 30 à 40% des patients, il n'y a pas de diagnostic génétique pour cette pathologie très grave. Donc, une priorité est vraiment le diagnostic donc génétique de ces malades. Et dans ce but, nous avons regroupé une cohorte d'une vingtaine de patients et dans le but de réaliser des analyses de type exome pour identifier de nouveaux gènes responsables de cette maladie. L'étude de ces familles, notamment de la neuroimagerie donc de ces patients, par notamment le professeur Nathalie Baudart à Necker, a identifié 3 familles qui présentent un profil assez classique d'hypoplasie pontocérébelleuse ou HPC, mais associé avec une image un peu moins classique qui n'est en général jamais vue dans ces pathologies. Et il s'agit de signaux hyper intenses au niveau des noyaux de la base, et notamment du striatum, qui a un aspect atrophique. Il s'agit là d'une image qui n'avait pas été décrite comme associée à des HPC, mais qui est plutôt identifiée en général dans des maladies neurodégénératives avec surcharge en métaux. Et cette observation suggère qu'il s'agit d'un sous-groupe d'HPC qui n'a pas été décrit jusqu'alors. Nous avons donc réalisé une approche de type exome pour explorer ces familles, et nous avons aussi par la suite exploré une cohorte de réplication. Et ce travail a permis d'identifier des mutations bialléliques dans un gène qui s'appelle MIMPP1, qui n'avait jamais été associé à une pathologie mendélienne. Et nous avons en tout identifié 8 patients issus de 6 familles qui présentaient donc à la fois des mutations faux sens et des mutations ou des mutations tronquantes. Et tous ces patients avaient l'association donc de cette HPC avec des anomalies des noyaux de la base. Donc, quelle est la fonction de ce gène MIMPP1? Alors, ce gène code en fait pour une enzyme qui est une phosphatase qui est impliquée dans une voie qui est celle des inositol-phosphates. Et au sein de cette voie, cette phosphatase a comme substrat principal l'IP6 ou inositol hexakis phosphate, donc qui est ici, que vous voyez ici, donc représenté. Ces inositol phosphates sont des composés solubles et qui vont avoir des fonctions différentes selon le nombre et la position des groupements phosphates qui sont situés donc sur ce noyau inositol. Et vous connaissez sûrement l'IP3 qui est bien connu de par son rôle de messager cellulaire. Et l'IP6, lui, est le plus abondant des inositol phosphates dans les cellules de mammifères. C'est la forme la plus phosphorylée et ces groupements phosphates lui prêtent notamment une qualité de chélateur particulièrement important qui va chélater notamment le fer et des ions calcium. Cependant, en dépit de cette abondance au niveau des cellules mammifères, le rôle intracellulaire de cette IP6 est très peu connu, et de même qu'une implication éventuelle lors du développement cérébral. Pour essayer de comprendre un peu mieux ces questions, nous avons développé à la fois des modèles cellulaires et un modèle animal, essentiellement en utilisant la technologie de CRISPR-Cas9 pour générer donc des chaos pour ce gène donc de ces cellules ou de souris. Et l'utilisation du modèle de cellules HEK que nous avons validé pour ce gène a permis notamment de montrer et d'étudier donc le caractère pathogène des mutations faux sens identifiées chez les patients, et aussi a permis de démontrer que les cellules KO pour ce gène avaient une augmentation forte de leur pouvoir chélateur en fer en l'absence de l'enzyme MIMPP1, suggérant l'implication du chélateur IP6, donc suite à une mutation de cette enzyme MIMPP1. Pour essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension donc, des mécanismes cellulaires et physiopathologiques, nous avons utilisé une approche basée sur le modèle IPS. Et dans ces cas-là, nous avons utilisé plusieurs lignées. Nous avons utilisé des lignées avec des cellules donc, issues de patients. Et nous avons aussi généré une lignée avec l'approche CRISPR-Cas9 pour réaliser une lignée KO avec son contrôle isogénique. Et c'est l'étude de l'ensemble de ces lignées qui nous a permis d'identifier un phénotype de défaut de différenciation neuronale. En effet, en appliquant un protocole de différenciation à ces cellules IPS, nous obtenons un nombre très réduit de neurones post-mitotiques en absence de la protéine MIMPP1. Et par ailleurs, nous avons identifié un défaut de différenciation, une augmentation de l'apoptose au cours de cette différenciation neurale, apoptose qui n'est pas détectée dans les autres types cellulaires, mais seulement durant le processus de différenciation neuronale, suggérant que l'on arrive à capturer la sensibilité exacerbée de ces types cellulaires en présence de ce défaut métabolique.
Et pour essayer de comprendre un peu la base de ce défaut métabolique, nous avons réalisé une collaboration avec le professeur Seardi à Londres, qui est un biochimiste et qui nous a permis d'identifier une forte accumulation donc, de l'IP6, de ce chélateur, dans les cellules de patients, qui serait donc impliqué dans les mécanismes physiopathologiques présents et qui s'accumulent en l'absence de l'enzyme MIMPP1. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un chélateur fort, notamment des ions de calcium. Et pour donner juste une idée un peu générale du mécanisme en cause, nous avons étudié notamment la chélation du calcium à la fois dans des progéniteurs neuronaux chez la souris, mais aussi dans les cellules humaines. Et nous avons observé une déplétion importante du calcium cytosolique libre. Et cette déplétion importante était associée à des anomalies dans la signalisation calcique qui sont corrigées par le rajout de l'enzyme MIMPP1, suggérant donc que cette enzyme joue un rôle critique dans la régulation de l'homéostasie des cations dans les cellules. Pour résumer ce travail, on a identifié donc des mutations bialléliques de l'enzyme et du gène MIMPP1 dans une forme d'HPC associée à des anomalies donc, des noyaux et notamment du striatum. Ce travail nous a permis de mettre en évidence la sensibilité particulière des neurones humains en différenciation pour ce défaut métabolique et a permis d'identifier un rôle critique qui n'avait pas été mis en avant de MIMPP1 et de la régulation de l'IP6 dans la régulation de l'homéostasie calcique intracellulaire, qui est un concept assez nouveau. Et ce travail, pour terminer, a été réalisé essentiellement par une doctorante de l'équipe, Ekin Okunku, et une postdoctorante, Karti Rajamani. Et j'aimerais remercier notamment les autres personnes impliquées, qui sont Nathalie Baudart, les docteurs Burglen et Joseph Gleason, et aussi et particulièrement donc, le professeur Seardi à Londres, et avec qui nous co-organisons une conférence sur les inositol phosphates en septembre. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et ces très beaux résultats. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Je suis peut-être allé un peu vite. Enfin, non, c'était très bien. Moi, j'avais une question peut-être béotien, effectivement. Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, si j'ai bien compris, il y avait des calcifications intracérébrales en plus de l'hypoplasie pontocérébelleuse. Et vous montrez qu'au niveau du fonctionnel, il y a un lien avec effectivement le fer. Est-ce que dans les causes de dépôts intracérébraux pour lesquels on n'a pas d'étiologie, ce gène pourrait être intéressant de tester et ça pourrait être une forme un peu différente où il y a toujours une hypoplasie pontocérébelleuse qui est marquée dans ces cas-là? Alors, ouais, il n'y a pas de calcification donc de dépôts qui ont été détectés jusqu'alors chez les patients. Et D'accord. par contre, effectivement, les signaux détectés à l'IRM sont surprenants car ils rappellent vraiment donc des surcharges en métaux, mais ce n'est pas aussi quelque chose qui a encore été exploré et définitivement démontré. Mais car c'est une maladie qui a été décrite juste récemment, là, depuis l'année dernière. Et les patients sont toujours suivis pour essayer de comprendre un peu mieux ces signaux, notamment au niveau du striatum. Mais en tout cas, ça nous pose clairement question de par donc cette imagerie et l'implication de cette enzyme dans cette accumulation de chélateurs. Et effectivement, essayer de comprendre un peu un lien entre cette enzyme, cette voie de signalisation et ces pathologies avec accumulation de fer, par exemple, est une piste qui nous intéresse fortement. Et pour cela, donc, nous avons le modèle souris que nous étudions actuellement. Très bien, merci. Il y a Georges Haas qui demande, qui a levé qui a levé la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole peut-être? Oui, vous avez la parole. Thanks. Very nice, très très joli. Est-ce qu'il y a une toxicité du fer, surcharge en fer? Je pense notamment aux images donc d'IRM et à l'hypothèse. Alors, donc c'est une hypothèse, effectivement, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été montré chez les patients. Pour le moment, il y a juste donc, cet hypersignal qui a été détecté dans les IRM. Donc, il faut voilà, qu'il y ait un suivi supplémentaire pour voir effectivement s'il s'avère que cela pourrait correspondre avec une accumulation en fer au niveau de ces structures. Mais c'est une question que l'on se pose. Ouais. Mais je peux pas vous adonner. Pardon, je pense à vos modèles cellulaires et animaux aussi.
Alors, ce que l'on a montré, c'est que dans les cellules HEK cultivées en présence de fer dans un milieu très très riche en fer, on détectait une chélation importante et une capacité donc des cellules à capter le fer de manière complètement différente des cellules Ah, contrôle. Et donc, d'accord. effectivement, ça suggère que cette accumulation de cet inositol 6-phosphate qui est quand même assez importante, il y a une augmentation parfois de plus de 50% des quantités d'inositol 6-phosphate, va impacter les cations qui sont présents, qui sont autour qui sont présents et qui sont captés par la cellule. Et effectivement, en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit in vitro dans des conditions particulières où on rajoute du fer dans le milieu. Donc, de là à faire des corrélations physiologiques, c'est quand Ouais, même pas encore bien sûr. assez direct, mais c'est une piste qu'on étudie. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Eh bien, pour ne pas perdre de temps, je propose de passer à l'orateur suivant. Merci encore beaucoup, Vincent Cantagrel.